Donc ça y est, on est dans le chat en direct. J'espère que le son maintenant est rétabli. Oui, merci de tout cet effort. Alors attendez, je vais juste remettre le lien. Voilà. Et donc ça, on va pouvoir. Une première question a été posée par Suzanne Verniol, de savoir si une information peut être qualifiée de bien. Est-ce que c'est bon pour qu'on donne la réponse maintenant? Oui. Oui. Donc, alors, je suis absolument favorable à ce qu'on reconnaisse un droit patrimonial sur une information, ou en tout cas un début de droit patrimonial. Les difficultés étant que l'information en elle-même est un objet assez insaisissable, assez évanescent, mais dès lors que l'on peut assurer à son titulaire une certaine protection, tout à fait envisageable de reconnaître un droit patrimonial sur une information. Donc oui, avec toutes les réserves qui s'imposent également pour les informations à caractère personnel, mais je m'en réfère à tes travaux, Suzanne, qui sont beaucoup plus poussés sur la question que les miens. Et ce n'est pas Pierre Catala qui avait écrit sur la propriété de l'information? Si, effectivement, deux articles parus très peu de temps l'un après l'autre, et effectivement, la question a connu depuis un très grand renouveau dans la doctrine civiliste aussi, avec beaucoup d'articles qui ont été écrits sur la question, dans les années 90, dans les années 2000, encore aujourd'hui. Et question qui revient au bout du jour un petit peu avec la transposition de la directive secret des affaires dans le code de commerce également, qui reconnaît à une personne qui est qui a la titularité d'une information, au sens assez large du terme, de pouvoir la garantir et la protéger à un minimum. Et puis la commercialiser. Et la commercialiser, effectivement. Parce qu'une information peut avoir beaucoup de valeur. Effectivement, oui, il y a un véritable marché d'information. Alors ensuite, nous avions une question posée par Jeanne Ray. Mais elle a disparu. Après l'avoir vu, c'était sur les biens à valeur négative. C'est une question qui portait sur, je crois, les biens à valeur négative. Peut-il y avoir des biens à valeur négative? Si les biens sont à l'actif du patrimoine, est-ce qu'on peut avoir des biens à valeur négative? Alors pour moi, je considère que c'est un faux problème. Il ne faut pas confondre le bien en lui-même et les charges qui peuvent être associées à ce bien. Premièrement. Deuxièmement, il me semble que l'évaluation en tant que technique de de détermination d'une valeur repose sur un mécanisme très simple, c'est le modèle de la vente. Pour savoir combien vaut quelque chose, on fait comme si on le vendait. C'est d'ailleurs comme ça que procède l'administration fiscale, les juges en matière fiscale, pour déterminer la valeur d'un bien, déterminer la valeur taxable d'un patrimoine. Or, la vente suppose nécessairement un déplacement de valeur. Il n'y a pas de vente à prix négatif, ça n'existe pas. Il faut toujours un déplacement de valeur. Toujours un 1 euro, même symbolique. Donc, on arrive quand même à déterminer la valeur de marché d'un bien, toujours. En revanche, la question de savoir si ce bien peut nous appauvrir, c'est une autre question. On peut envisager le fait d'acheter un château magnifique, mais qui nous coûte beaucoup plus cher en entretien qu'en valeur vénale réelle. On peut très bien envisager une entreprise, une société qui soit criblée de dettes. Il y a plein d'hypothèses de passifs, mais ce sont des passifs qui sont certes associés au bien, mais qui ne lui sont pas consubstantiels. Je veux dire, on a l'obligation de payer une dette, ne vient pas normalement interférer avec la valeur d'un bien. Donc, dès lors qu'il existe un bien, pour moi, il y a de la valeur positive, entendu. La question de la valeur négative venant en quelque sorte dans la balance, dès lors qu'on prend en compte les dettes et les charges qui sont associées à ce bien. Donc, je ne considère pas qu'il existe de bien à valeur négative. Donc, il y aura toujours dans une vente d'un bien, il y aura toujours au moins 1 euro, même si celui qui va acheter ce bien pour 1 euro, en réalité, va assumer maintenant des charges pour nettement plus. Exactement. Il y a ça dans les garanties passifs en matière de cession de contrôle, où on voit finalement le droit des obligations de dette. De dette. Ouais. Et au fond, ici, ce serait presque une cession de dette. Moyennant, si, je crois que c'est la société Rally qui envisage de céder aujourd'hui ou demain sa filiale GoSport, qui malencontreusement est en difficulté, et l'acquéreur envisage d'acheter pour 1 euro. Et en réalité, c'est qu'il va faire face à des dettes très importantes. Effectivement. Bon, alors. Donc, vous pouvez lire les. Oui, alors une autre question pour M. Seban. Vous avez suggéré qu'une meilleure connaissance de la notion de bien était nécessaire dans la perspective d'une réforme de cette matière. Faut-il comprendre par là que vous êtes favorable à graver dans le marbre une définition de la notion de bien dans le Code civil?
C'est assez délicat à répondre comme question. Je pense que oui, dès lors qu'on envisage le code comme un objet essentiellement pédagogique aussi, un outil de définition. J'accepterais, ça me ferait pas de mal de savoir que la notion de bien ne soit pas gravée dans le code civil. Mais dès lors que on accepte d'enseigner le droit des biens pour ce que sont véritablement les biens, c'est-à-dire qu'on ne réduise pas le droit des biens au droit des choses, qu'on envisage d'étudier aussi les droits patrimoniaux, dès lors qu'on peut admettre que le bien ne se résume pas à la chose, j'aurais le sentiment que le meilleur puisse être accompli. Mais ce qui est agaçant, c'est que dans le Code civil, nous avons le livre 2 consacré au bien, après le livre 1er sur les personnes, mais les créances, elles sont traitées dans le livre 3. Alors moi, je veux bien qu'on enseigne parmi les biens tout ce que vous appelez les droits patrimoniaux, y compris les créances. À ce moment-là, ça nous fait mettre les obligations sur le droit des biens. Alors, je pense qu'on peut quand même étudier le droit des biens, ou du moins le régime général des biens, ce que j'appelle l'aspect externe. C'est une distinction que j'ai reprise à un grand auteur, Louis Rigaud, qui avait fait une distinction entre l'aspect externe et l'aspect interne des droits. Et je trouvais cette distinction formidable à expliquer les différents périmètres du droit des biens. Un grand périmètre qui s'occupe des qualités que partagent tous les droits patrimoniaux, et un périmètre plus petit, et là, cette fois-ci, on rentre dans le détail de la matière. Le droit des choses, si on veut, le droit des obligations, le droit de la propriété intellectuelle, toutes les matières qui décrivent, en fait, le contenu et l'objet de chaque droit patrimonial. Je serais assez favorable quand même à ce qu'on enseigne, on fasse quelques heures peut-être sur un cours de régime commun des biens. Expliquer comment un bien nous appartient, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut en disposer, comment on peut l'affecter en garantie, comment on peut le démembrer, comment on peut le faire des renvois, évidemment, avec les voies d'exécution, par exemple, pour expliquer comment le saisir, etc. Alors, ensuite. Alors, une question pour Mélodie, qui vient de Nathan, mais qui n'est pas finie. Alors, Nathan, est-ce que tu peux finir ta question? Sinon, tu réponds à la moitié de cette question. Oui. Alors, effectivement, dans le cas de la RATP, c'est les dépenses qui sont engagées par les travaux qui constituent l'appauvrissement. Alors après, elle obtient d'appréhension de l'enrichissement. Exactement, si connu, on est rappelé. Elle obtient alors, je crois qu'il y a quand même il manque quelque chose. Elle obtient d'appréhension de l'enrichissement qui pose problème. Oui, elle obtient des avantages. Mais c'est pas. La question, c'est en fait l'enrichissement, c'est lié à la plus-value qui a été accordée à l'immeuble. Quand la RATP a agrandi ses lignes, votre immeuble, je sais pas, il passe, un exemple fictif, il passe de 100 000 € à 150 000 €. Donc, l'enrichissement pour le propriétaire, c'est 50 000. Et cet enrichissement serait lié à l'appauvrissement aux travaux réalisés par la RATP. Alors, juste pour savoir si tu as bien répondu, puisque j'ai la suite de la question, donc je vais faire les deux. Donc, dans le cadre de la RATP, certes, elle dépense des sommes pour construire une ligne, mais elle obtient des infrastructures, un monopole total ou temporaire d'exploitation. Est-ce que ce qui ne réalise pas ici l'action en enrichissement justifié, ça n'est pas plutôt l'absence d'appauvrissement qu'un problème d'appréhension de l'enrichissement qui pose problème? Alors non, en fait, c'est vraiment l'idée, dans la manière où l'action d'enrichissement injustifié avait été conçue, pourquoi on pouvait dire qu'il y avait à la fois enrichissement et appauvrissement. L'enrichissement, donc, c'est la plus-value accordée au bien par le propriétaire, qui résulterait des travaux engagés par la RATP pour lesquels elle se serait appauvrie parce qu'elle aurait fait des dépenses. C'est comme ça, classiquement, que c'est appréhendé. Maintenant, évidemment, que de ce cas-là, intuitivement, on pense tous qu'on ne doit pas apporter ici à la RATP une action pour qu'elle obtienne la restitution de la plus-value. Et donc là, le problème, c'est le lien entre l'enrichissement et le demandeur, qui est ici la RATP. Mais il y aurait bien un enrichissement et un appauvrissement. Alors, dites, c'est la personne qui joue à l'euro million pour, c'est combien la mise, mettons 5 €, et puis qui gagne 200 millions d'euros. Est-ce que c'est dans votre esprit un enrichissement injustifié? Alors, par rapport à... Ah oui, bien sûr, mais par rapport à... Alors là, par rapport à qui? La personne qui gagne 5 millions d'euros. 200 millions d'euros. Oui, elle s'enrichit, mais qui serait la personne qui s'appauvrirait?
l'euro million qui donne 200 millions. Ah là, ce serait justifié parce que ce serait l'euro million qui organiserait le concours et qui donc justifierait l'enrichissement qu'elle aurait, qu'elle donnerait. Enfin, le ticket, en achetant le ticket, on justifie. C'est justifié. Parfait. Bon. Par contre, la question qui se posait, c'était un joli sanglier qui avait posé la question. Imaginez, vous avez un ticket, qui est le ticket gagnant, vous le perdez, et c'est quelqu'un qui le récupère, il gagne 100 000 euros avec, qu'il réinvestit en bourse et il gagne 1 million. Est-ce que le véritable propriétaire du ticket pourrait obtenir 1 million? Donc ça, c'est les problèmes de ce qu'on appelle les enrichissements incidents. Évidemment, dans ce cas-là, il faut trouver des limites. Et dans ce cas-là, en fait, c'est à travers le lien entre le demandeur et l'enrichissement. Le 1 million ne résulterait pas d'un lien ou quelque chose qui appartiendrait initialement au demandeur. C'est bon. Moi, c'est Antoine Touzin, une question. alors déjà pour rebondir, on en a déjà parlé, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est ce que fait la mairie de Paris sur certains terrains, notamment au niveau de la dalle dans le 13e arrondissement, sur lequel il y a des constructions, où la mairie de Paris stipule une clause de récupération de la totalité de la plus-value pour les personnes pendant 5 ans à compter de l'obtention, peut-être de la réception de l'immeuble et non pas du contrat. Donc, qui est un moyen pour eux, justement, un peu dans l'exemple de Nathan de dans le DLSA. Moi, peut-être, j'avais une question un peu plus générale, où, en réalité, alors déjà, merci à tous les deux, c'était vraiment très intéressant pour les deux, vraiment, merci beaucoup. Toi, dans ta vision, Mélodie, tu veux essayer de restructurer en quelque sorte pour redonner une cohérence au système, notamment en encadrant l'enrichissement en cas de service. Mais est-ce que c'est pas un moyen, est-ce que justement cette cohérence, elle n'est pas impossible tout simplement parce que c'est une pure action d'équité en matière d'enrichissement injustifié tel qu'utilisé par la jurisprudence? Alors, le problème de la manière dont on conçoit actuellement l'enrichissement injustifié, c'est que c'est vrai que l'action du code, c'est une action d'équité en subsidiarité. Ça inclut tellement de choses que, en fait, les juges l'utilisent plutôt par équité lorsque ça ne contournerait pas d'autres actions du code civil. Et moi, il me semble qu'il est possible de concevoir autrement. Mais la seule manière de concevoir autrement, c'est de réduire le champ d'application, parce que ce qui fait que c'est devenu un peu le bazar, c'est qu'on apprend beaucoup trop de choses à travers ce qui applique enrichissement justifié. Donc, en cernant les hypothèses qui répondent à la même logique, donc quand il y a un vrai lien entre le demandeur et l'enrichissement, il me semble qu'on peut trouver un régime qui soit adéquat et qui soit pas trop disproportionné, et en écartant toutes les hypothèses qui répondent à des logiques différentes, en fait. Et donc, quand il y a un service, il me semblait que la logique était différente et méritait, dans ce cas-là, d'être écartée de l'enrichissement justifié. Une question aussi. Une question d'Antoine Touzin, toujours, mais pour Gabriel Séban. Tu dis, alors, une question, je sais que tu évoques un petit peu aussi, tu dis que pour le bien, il faut qu'il y ait à la fois un critère économique et un critère juridique. Mais alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de qualification de bien pour des choses qui auraient une valeur purement sentimentale, une valeur purement morale, et donc pour lesquelles il n'y aurait pas a priori de marché? Alors, c'est une bonne question. Quand j'érige la valeur en critère de qualification du bien, pour l'aspect économique, en mettant de côté la question juridique de l'acceptation de cette valeur. En érigeant la valeur en critère du bien, j'érige là un critère assez objectif, c'est-à-dire une valeur vénale, la valeur de marché. Dès lors que le droit peut considérer de tenir certains objets à l'écart du marché en raison de leur valeur sentimentale, il ne nie pas l'existence d'une valeur objective vénale de ces biens-là. C'est typiquement le cas pour les souvenirs de famille, par exemple, ou des biens qui sont tenus à l'écart des échanges pour X ou Y raison. Donc, à ce niveau-là, j'ai aucun obstacle à considérer que ce sont des biens, puisque ces biens ont une valeur vénale, sont susceptibles de s'échanger sur un marché, de recevoir une valeur objective, une valeur de marché, tout simplement, nonobstant le fait que ces biens peuvent avoir une valeur sentimentale qui justifie, de manière exceptionnelle, je précise, le retrait de ces biens des échanges, ou du moins l'atténuation de la commercialité de ces biens. C'est tout aussi toute la problématique des biens ou des droits quasi-alimentaires ou des biens alimentaires où le droit va considérer qu'il est de bonne loi d'exclure ces biens des échanges pour la préservation de certains intérêts personnels,
Mais le droit, en faisant ça, ne nie pas nécessairement leur nature patrimoniale. Il atténue tout simplement leur patrimonialité. Parfait. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons remercier les deux intervenants aujourd'hui. On est tellement heureux que ce cycle de conférences ait pu reprendre. En réalité, le laboratoire de droit civil avait organisé aussi une table ronde qui a été passionnante au mois d'octobre, mais là, on ne s'était pas organisé encore pour faire une diffusion électronique. Il y a eu une publication de cette table ronde là, sur les défis du droit des contrats. Mais notre cycle de conférences de présentation de thèse est maintenant relancé. Et la prochaine séance aura lieu le 23 mars prochain. Et nous aurons la joie d'entendre deux nouveaux docteurs, même un troisième en plus, trois nouveaux docteurs présenter leurs travaux. Donc, je vous donne rendez-vous le 23 mars prochain et ce sera à la même heure, 17h, non pas la même heure, alors à 17h. Sur la chaîne YouTube du laboratoire. Attention à votre vie privée, je sais pas. Mais rassurez-vous, en tout cas, nous n'allons pas utiliser l'information à des fins illicites. Allez, merci encore, bravo. Et puis, bonne journée.